Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'homme qui est devenu milliardaire avant même d'avoir ses 30 ans grâce à Ethereum. Je pense que vous savez de qui on parle. On parle de Vitalik Buterin. Donc, c'est le fondateur de la crypto-monnaie Ethereum. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler avec Florian. Restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous révéler quelle est sa fortune. Et croyez-moi, c'est plutôt important. Alors, Florian, on commence par quel sujet? Eh ben, peut-être par le début. Quand est-ce qu'a été lancé l'Ethereum? Donc, 30 juillet 2015. Et déjà, qu'est-ce que c'est l'Ethereum? Parce que beaucoup de monde, donc on parle de l'Ethereum, Vitalik, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler ces Mm, temps avec toutes ces explosions des prix qu'il y a eu, surtout fin d'année passée. mm, L'Ethereum, en fait, c'est un protocole d'échange décentralisé qui permet la création par les utilisateurs des contrats intelligents. ouais. C'est ce que voulait faire de base Vitalik Buterin. Mhm. Après, Vitalik Buterin, c'est quelqu'un qui n'a pas inventé ça de toutes pièces. Il a voulu développer ça avec le Bitcoin. En fait, lui, il a découvert le Bitcoin déjà en 2011. Mm. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée de faire quelque chose d'un peu plus simple. Ouais, ben peut-être on peut en parler un peu de ce personnage qui est quand même assez important dans le monde des cryptos. Je crois même que maintenant on dit que c'est la personne la plus influente dans le domaine des cryptos. S'il tweet quelque chose, ça peut vite avoir une grande influence sur le cours des crypto-monnaies. Et même, j'avais vu qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi il était mort. Enfin, des gens qui ont fait des fausses rumeurs, qui a fait plonger le Oui, cours d'Ethereum pour ensuite racheter et faire des plus-values dessus. Donc on voit que il a quand même son influence dessus est quand même assez énorme. Même si au final, il n'a pas c'est pas lui qui crée l'Ethereum ou c'est pas lui qui travaille tout seul dessus, donc c'est toujours un consensus. Donc lui-même, il pourrait pas faire la pluie et le beau temps dessus. Mais peut-être on peut parler un peu justement de ce personnage qui est d'origine russe. Hein. Il vient de la région pas trop loin de Moscou. Et si je ne me trompe pas, à l'âge de 6 ans, il est parti vivre au Canada. Et puis, comme vous vous en doutez certainement, il n'est pas né de la dernière pluie, donc c'est quelqu'un qui était plutôt doué. Il a gagné, je crois, pas mal de concours, notamment en informatique. Je crois qu'il a fait une médaille de bronze aux Olympiades internationales d'informatique. Donc ça montre déjà que dans la classe mondiale, niveau informatique, il s'y connaît plutôt pas mal. Et puis comme tu dis, hein, je crois qu'il s'est intéressé au Bitcoin en 2011 par son père, si je ne me trompe pas. C'est lui qui l'a un peu mis exactement. là-dedans. Et puis il a cofondé le Bitcoin Magazine, hein, c'est juste. Il a cofondé le Bitcoin Magazine. Et c'est vrai, bah, tu disais en 2011, il a lancé ça. Il a utilisé un langage qu'on appelle Turing Complete parce qu'il voulait simplifier la structure du Bitcoin. Il a très vite vu l'utilité du Bitcoin. Hmm. C'est quelque chose qui l'intéressait au niveau des échanges. Il a vu tout le potentiel. Comme tu l'as dit, il était très doué, donc il s'est dit qu'il avait peut-être quelque chose à faire. Après, ça ne s'est pas fait en un jour. Hmm. Mais lui, son objectif de base, ce n'était pas forcément de créer une crypto-monnaie, donc qu'on a maintenant l'Ether, mais c'était surtout de pouvoir simplifier toute la blockchain parce qu'il a vu que c'était quelque chose d'efficace, mais qui était extrêmement lourd et que pour faire tourner ça, eh ben, c'était compliqué le jour, enfin, si c'était mis à grande échelle. Effectivement, et puis si je me souviens bien aussi, à la base, il avait proposé des modifications pour le Bitcoin, justement pour apporter ces services en plus ou ces améliorations. Mais je crois que les gens de Bitcoin n'étaient pas intéressés. Et du coup, c'est là qu'il Non. s'est mis à réfléchir sur comment est-ce qu'il pourrait faire ça lui-même. Il a fait un white paper justement où il décrit comment est-ce qu'on pourrait faire un nouveau protocole ou une nouvelle crypto qui pourrait un peu pallier à tous ces problèmes. Et c'est comme ça qu'après, je crois qu'il a reçu pas mal de soutien, des gens qui étaient intéressés par son projet. Et c'est comme ça qu'il a pu lancer le projet Ethereum. Et comme tu dis, c'est vraiment le Ah, but, c'est pas seulement de faire de la crypto, mais c'est vraiment d'utiliser la technologie blockchain pour pouvoir faire plein de choses. Je crois qu'ils disent pas mal que c'est comme un grand réseau décentralisé, voire le plus grand ordinateur décentralisé. Parce que dessus, tu peux également faire tourner des applications. Donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez grand et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte, nous, là, comme ça, de l'implication que ça peut avoir. Et surtout que plein de choses qu'on fait aujourd'hui, eh ben, en fait, on pourrait les migrer dans une forme liée à Ethereum. Ethereum. Et c'est là c'est que ça. c'est... Vas-y, ouais. Et encore, ben là, c'était en 2013. Donc, Mm. à l'époque, c'était encore plus fou
de croire à des projets comme ça. Maintenant, tout le monde en parle. En 2022, c'est 9 ans, c'est presque 10 ans plus tard. Ouais. Tout le monde a entendu parler de crypto-monnaie. Mhm. En 2013, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que moi, je crois que j'avais dû entendre parler de très très loin d'une crypto-monnaie qu'on utilisait pour acheter des trucs sur le dark web. Mhm. Et puis, c'était à peu près tout ce que je connaissais du Bitcoin. Que c'était une monnaie qu'on pouvait acheter des choses illégales sur le dark web. Après, tu parlais du soutien, peut-être quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Donc, en 2013, décembre 2013, il lance son white paper, donc le livre blanc. Ouais. En 2014, il met en prévente les premiers Ethers pour financer le développement du projet. Et là, il va rassembler 31 591 bitcoins. Et tu te souviens Donc, à l'époque, le prix de ces la quand ils valeur, ont mis au ouais, début? 18 millions de dollars, ça faisait. Mais chaque Ether, combien il valait? Tu sais ça? Alors, ça, je ne sais plus. Non. Il me semble que c'était quelques centimes ou quelques dizaines de centimes. Donc tous ceux qui ont Ah, c'était rien investi du tout. Ouais, au tout début, ouais. c'est assez incroyable. Et si je me trompe pas, là ce que tu es en train de dire, quand il a rassemblé Alors, l'argent, c'était la ça première. devait faire 30 centimes. Si mes calculs sont bons, ça devait faire 30 centimes parce que j'ai les chiffres 18 millions de dollars de l'époque et puis pour 60 millions d'Ethers vendus. Donc, Ouais, logiquement, ça faisait une trentaine de centimes ça doit être dans ces eaux-là. Ouais. par Ether. Et ce qui est rigolo, c'est si on met ces 18 millions de dollars en Bitcoin de l'époque avec la valeur du Bitcoin d'aujourd'hui, je me suis amusé à faire le calcul, Mhm. c'est 1 milliard 270 millions. Ah ouais, 18 millions, 1 milliard. bien changé. Voilà. Mais ce qui était intéressant avec cette façon de faire là, c'est justement lever de l'argent. Je crois que ça s'appelle des ICO, si je me trompe pas. Je Ouais, ne suis pas 100% sûr du nom. Et puis cette façon de lever, enfin, c'est comme du crowdfunding, mais version crypto-monnaie. Et ça, je crois que c'était les premiers à exactement. faire ça. Et puis après, c'est devenu relativement courant. D'ailleurs, il y a eu un problème, je crois, avec une certaine ICO où ils se sont fait hacker l'argent, les 50 millions de dollars, je crois. Je ne sais pas si tu as vu cette histoire. Il y a eu plusieurs ICO, oui, parce que le problème qu'il y a souvent avec l'ICO, c'est que jusqu'à maintenant, c'était pas réglementé. Mhm. Maintenant, pour faire une ICO, il y a ce qu'on appelle le KYC. Donc, c'est une forme de complétion que d'un côté, l'utilisateur et de l'autre côté, le porteur de projet vont valider comme quoi c'est quelque chose d'officiel. Et ces KYC, c'est uniquement certaines entreprises qui peuvent les délivrer. Donc, Mhm. d'un côté, pour qu'on sache que l'utilisateur, il est réel, pour éviter en fait le blanchiment d'argent. Ouais. Mais à l'époque, en 2013-2014, c'est clair que c'est des choses qui n'existaient pas et il y avait beaucoup de problèmes. Et là, justement, il y avait ils se sont fait hacker, en fait, pendant l'ICO, et puis ils se sont fait voler 50 millions, donc l'argent qu'ils avaient levé. Et puis, ça avait fait un peu une grande peur, parce que justement, les gens ils disaient, oui, mais la blockchain, c'est pas possible de la hacker, etc. Mais si j'ai bien compris l'histoire, c'est pas vraiment au niveau de la blockchain qui se sont fait hacker, mais c'est plus les gens qui ont récolté l'argent, et puis après, pas de chance, ils ont récupéré les clés, ou je sais pas quoi. Et du coup, là, ils se sont dit, tiens, ça vaut la peine de peut-être modifier l'Ethereum. Et puis c'est là qu'il y a eu un split entre. C'est pour ça qu'il y a l'ETH et l'ETC maintenant. Il y a l'Ethereum classique qui lui n'a pas changé pour les puristes. Et puis il y a la version un Ouais. petit peu modifiée justement avec ses améliorations qui elle au final continue d'être mise à jour. Mhm. Alors, juste peut-être pour revenir sur un point, pas possible de hacker la blockchain, c'est vrai, pour autant qu'il y ait un certain nombre de validateurs derrière. Mhm. Pourquoi? Tous les protocoles fonctionnent à peu près pareil sur la base, c'est que c'est 51% des personnes qui vont valider une transaction qui doivent justifier de la même transaction. En gros, un portefeuille avec un certain numéro qui envoie à un autre portefeuille avec un certain numéro, et toutes ces personnes vont dire, oui, effectivement, j'ai vu que A a envoyé telle somme à B. C'est de la monnaie qui est fongible, contrairement justement aux NFT. Et ça permet d'une part de protéger, mais pour autant que le réseau de validateurs soit conséquent. Le jour où on aurait des validateurs qui se mettraient ensemble, admettons, on aurait Google, Facebook, toutes des grandes entreprises qui se mettraient ensemble pour faire de la validation, Mhm. d'un point de vue purement théorique, ils pourraient changer l'écriture des livres. Mais ça n'empêche pas le hackage. Ça fait juste de dire, on peut, tout a une trace, tout est écrit. Mhm. Et là, il y avait, je me souviens un peu avec le Bitcoin, quand il y avait plus de 50%, je crois, qui étaient minés en Chine, ben, il y a certaines personnes qui se Mhm. posaient la question, est-ce que là, l'État chinois pourrait pas avoir une influence
et puis modifier des choses. Après, bon, c'était pas une entreprise en Chine qui faisait plus de Non. 50%, mais quand Ouais. même, on peut se poser la question quand plus de la moitié est fait dans un seul État, est-ce qu'on garde la partie décentralisée complète et puis surtout le pouvoir décentralisé, quoi. Bah, c'est ça, quand on prend des grands États comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, ça serait, à mon sens, des États qui pourraient potentiellement avoir le pouvoir de le faire. Hmm. Effectivement, ouais. Après, c'est aussi là, c'est des monnaies, comme toute forme de monnaie, en fait, hein. On parle du Bitcoin, on parle de l'Ethereum, Mhm. mais on prend le franc suisse, on prend l'euro, on prend le dollar. C'est une monnaie qui se base sur la confiance de ses utilisateurs. Donc, Ouais. la monnaie, le jour où elle a plus de confiance-là, elle a plus de vocation de vivre. Aujourd'hui, on voit le Bitcoin, et peut-être dans 20 ou 30 ans, ça sera autre chose. Il y a une époque où c'était les coquillages, il y a une époque où c'était L'or. l'or. L'or, maintenant, elle est encore bien. D'ailleurs, surtout en période de crise, on voit que c'est remonté. Mais c'est toujours une confiance qu'il y a des utilisateurs par rapport à un échange. Ouais, c'est vrai, c'est la valeur que les gens y donnent à ce moyen d'échange, quoi. C'est ça. Tu Et sais du... où a été se développée cette version, la première version du logiciel qui s'appelle Frontière Non, c'est pas au pour Canada. pour l'Ethereum? Non, c'est pas au Canada. C'est un pays qu'on connaît bien, toi et moi. En Suisse. Exactement. C'est vrai, il est venu en vacances en Suisse pour faire son projet. Il n'est pas venu en vacances en Suisse. Notre cher ami Vitalik, il habite en Suisse actuellement. Mais non, je savais pas. Il habite à Zug, dans le canton de Zug, Ah, bah du coup, c'est pas étonnant. connu pour sa très bonne fiscalité. Ouais. Mais aussi pour les Après, il faut cryptos savoir maintenant, quand hein. même, alors connu pour les cryptos. Après, il faut savoir qu'en Suisse, d'un point de vue, ça peut être intéressant aussi d'en parler, d'un point de vue fiscal, les crypto-monnaies, elles sont imposées au même titre que si tu avais de l'argent sur ton compte bancaire. La Tout fortune. ce qui est des, exactement, tout ce qui est des transactions à l'étranger, c'est vu comme des transactions à l'étranger. Ce qui est fait en Suisse, c'est vu comme de l'argent suisse. Maintenant, comme pour tout, ils n'ont pas le moyen de le contrôler. Par contre, le jour où tu voudrais utiliser cet argent dans ton pays de résidence, que ce soit enfin, en Suisse, comme on connaît la Suisse, mais en France, c'est pareil. Le jour où tu veux l'utiliser pour acheter une maison, par exemple, eh ben, tu vas devoir justifier ces fonds. Mhm. Donc, c'est toujours la même chose. Si tu décides de pas, de pas le déclarer, il y a un risque. Et le jour où tu voudras l'utiliser, ben, c'est là que tu te feras coincer. Ouais, parce qu'il sort d'où Donc, cet voilà, il argent? n'y a pas de. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas d'avantage fiscal à être en Suisse pour la crypto, si ce n'est que typiquement le canton de Zouk, c'est un des cantons les plus appréciés pour sa faible fiscalité en Suisse. Ça, c'est vrai, ouais. Surtout pour la fortune. Voilà. Comme on D'ailleurs, aura la surprise après d'avoir le chiffre, ouais, à la fin, on vous dira combien on estime sa fortune et combien il a pu gagner avec cette création d'Ethereum. Euh, donc ouais, c'est vraiment intéressant cette crypto-monnaie parce que c'est un peu la base de plein d'autres. Enfin, je sais pas si on peut appeler Ethereum juste crypto-monnaie parce que c'est l'Ether, comme tu dis, plutôt cette technologie ou ce système qu'ils ont inventé. Et c'est un peu la base de plein d'autres choses derrière, comme justement il y a plein de crypto-monnaies en fait qui se sont basées là-dessus. Et puis, ça s'appelle les tokens, si je ne me trompe pas, hein. Et donc, en oui, fait, ça permet de vraiment créer tout un écosystème derrière. Et comme tu dis, hein, lui, il a voulu créer ce langage pour simplifier l'accès à cette technologie. Et puis vraiment que les gens aient pu s'en faire des applications, des contrats, d'autres crypto-monnaies, etc. Sans vraiment avoir besoin d'être un génie comme lui pour faire ce genre de choses. Donc c'est peut-être là où il était vraiment son génie, c'est de rendre accessible au plus grand nombre et à le plus d'applications différentes cette technologie justement de la blockchain, etc. Tout est décentralisé. Donc ça, c'est vraiment là où il a été relativement fort, je pense. c'est ça. Et la différence de protocole du fait que ça consomme beaucoup moins, et puis que là, avec les nouveautés qui vont encore arriver par rapport au protocole Ethereum, la vocation, elle est différente. La vocation du Bitcoin de base, elle a toujours été un peu comme l'or, d'être ce qu'on appelle stacké. Donc, on va garder Mm. toujours ces bitcoins comme de l'or. L'Ethereum a toujours eu comme vocation d'être échangé ou d'être utilisé via d'autres crypto-monnaies Ouais, que ce pour soit être actif, ouais. échangé, que ça soit actif. Donc, on n'a pas exactement le La même même but philosophie. de base. Exactement.
Et après, c'est aussi un petit peu tout un écosystème qu'il a mis autour qu'on ne connaît pas forcément. On parle toujours du créateur, mais justement, on parlait de la Suisse. Le logiciel qui a été développé de base, la première version s'appelait Frontier et c'était développé par une entreprise suisse qui s'appelle Ok. Ethereum Switzerland GmbH. Donc, c'est l'entreprise Ouais. développé par Joseph Lubin, dont on ne parle pas beaucoup non plus, mais qui est aussi quand même à la base de l'Ethereum. Mhm. Et dans le même temps, il y a une autre société suisse qui s'appelle The Ethereum Foundation, qui est une société à but non lucratif qui a développé la promotion d'Ethereum dans le monde entier. Donc, ce côté suisse, on le retrouve aussi quand même beaucoup dans l'Ethereum. Et puis, c'est vrai qu'on n'en entend pas forcément parler. Enfin, moi, avant que je m'y intéresse, j'en ai jamais entendu parler. C'est vrai, moi qui vis en Suisse, on n'entend pas spécialement parler de tout ça. Et est-ce que ces sociétés, elles sont toujours très actives aujourd'hui ou un peu moins? Alors, c'est des sociétés qui sont toujours actives, mais comment dire ça? De manière différente. Ça veut dire que maintenant, c'est une machine qui tourne. Ouais. Il n'y a plus besoin de promotion, il n'y a plus besoin de développer. Maintenant, on est plutôt dans la recherche de la sécurisation, de l'optimisation, et puis quelque chose qui recherche de plus en plus, c'est au niveau écologique. Et là, justement, c'est intéressant que Donc, tu en parles. leurs problématiques sont changées. Parce qu'au début, c'était justement proof of work, donc comme le Bitcoin. Donc là, il faut qu'il y ait des ordinateurs qui travaillent pour résoudre des calculs et pour ensuite trouver la clé. Et puis, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Donc, Ethereum, Exact. c'est toujours basé là-dessus, mais ça va changer. Ou ça aurait déjà dû changer plusieurs fois, mais je crois que ça a toujours été repoussé. Et ça doit changer Mhm. avec le proof of stack, où là, c'est justement, tu n'as plus besoin de travailler ouais, et ça consomme beaucoup moins d'énergie. Et c'est vrai que moi, qui fais un peu attention à ce genre de choses, je me dis que le Bitcoin, sur le long terme, c'est pas viable parce que d'un point de vue écologique, c'est un monstre. Quoi. Ça consomme plus que toutes les banques du monde, euh, alors qu'en fait, c'est de l'argent qu'on n'utilise même pas vraiment dans la vie de tous les jours. Enfin, j'exagère un peu en disant ça, mais tu vois ce que je veux dire. Ça consomme énormément, mais au final, ce qu'on en fait avec, ouais, c'est presque plus comme des actions où on fait un peu du trading ou des choses comme ça, alors que l'argent, le vrai, les dollars, les euros, etc., qu'on utilise tous les jours, tu dis là, ok, si ça consomme de l'énergie, mais il y a quelque chose derrière. Mais le Bitcoin, ça consomme une énergie folle et voilà, pour ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est pas ouf. Du coup, là, c'est intéressant C'est de ça. justement qu'il y ait des cryptos qui switchent vers des modèles de validation qui soient plus écologiques, quoi, plus rentables. Parce que c'est vrai que sinon, on va pas pouvoir continuer comme ça. Non, bah, puis ça, les fondateurs, enfin, tous ceux qui créent des crypto-monnaies maintenant, ils en ont conscience. C'est vrai que par contre, ce changement de preuve de travail vers la preuve d'existence, la manière dont ça va évoluer, ça va pas changer en un jour. Ça, c'est plusieurs fois qu'ils ont essayé de le faire, Mhm. mais d'après la dernière conférence qu'il y a eu sur les cryptos, ce qui va se passer, c'est que c'est plutôt un changement qui va s'opérer sur une année, 2 ans, 3 ans, voire même certains parlent de 5 ans, jusqu'à que cette preuve de travail, elle est complètement disparue. Parce que ben, ceux qui s'inquiètent de ce changement-là, ceux qui étaient contents jusqu'à présent de cette surconsommation, c'est les mineurs. Et les Parce fournisseurs que les mineurs, eux, d'électricité. c'est comme ça, les fournisseurs d'électricité. Mais principalement les mineurs, la difficulté en fait à changer, c'est que c'est eux qui fournissent quand même toute cette sécurité aussi en partie au réseau. Ouais. La plupart en fait font les deux choses en même temps. Ils font du minage et ils font des validations. Du coup, le jour où il n'y a plus cet intérêt-là financier, eh ben, il faudra qu'il y ait un autre moyen de pouvoir garantir cette sécurité entre les utilisateurs. Et c'est un petit peu la crainte de certains, c'est que l'euphorie soit explose parce que ça simplifie les choses, soit l'euphorie retombe parce que les gens n'ont plus envie de le faire d'un point de vue bénévole. Parce qu'il faut savoir que pour cette validation, les gens ne sont pas payés. Contrairement à quand on va créer des nouvelles chaînes de blocs, typiquement Ethereum, c'est une nouvelle chaîne de blocs toutes les 14 à 15 secondes. Et la Mhm. récompense par bloc, c'est 2 Ethereum actuellement. Mais t'es sûr qu'ils vont pas du tout être rémunérés parce que sinon après comment est-ce que les gens feront ça il doit bien C'est pour avoir un la moyen. confiance. Parce que ça consomme pas énormément de données. Mhm. Donc, c'est des personnes qui sont là-dedans et puis qui le font d'un point de vue bénévole. Ouais. Ok.
Sinon, je tiens peut-être à préciser pour ceux qui sont encore là à nous écouter, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous, on va essayer de faire une à deux vidéos par semaine sur tous les sujets qui touchent un petit peu à l'argent, crypto-monnaie, peut-être l'immobilier, la finance, ce genre de choses. Tout ce qui touche aussi un petit peu à comment gagner de l'argent sur Internet. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce. Nous, ça nous aide aussi pour le référencement. Et puis peut-être que maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de la fortune, de regarder jusqu'où est arrivé notre ami Vitalik en créant l'Ethereum, parce que finalement, c'est vrai que quand on crée nous-mêmes sa propre monnaie, bon, au final, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et c'est là aussi, je pense que c'est intéressant et puis important à dire je pense qu'il est resté quand même assez humble parce qu'il n'a pas non plus dit, bah tiens, moi je prends 90% de la monnaie et puis je vous donne le reste et puis voilà quoi, je suis après l'homme le plus riche du monde. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il possède d'Ether actuellement? Non, alors je sais qu'il est un petit peu comme plusieurs personnes extrêmement riches, plusieurs milliardaires, qu'il a une collection d'habits qui n'est pas du Gucci, qui n'est pas des habits de marque. Hmm. Il avait été connu pour arriver avec une espèce de lit arc-en-ciel sur son t-shirt pour une conférence La internationale. TechCrunch. Ça avait Ouais. fait rire. Exactement, ça avait fait rire beaucoup de monde. Euh, J'avais entendu un chiffre qui parlait de plus d'un milliard, de l'équivalent de plus d'un milliard d'euros, mais je me réjouis de savoir le chiffre exact. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir le nombre d'Ether qu'il a. Donc il en a 330 000 environ. Donc on voit que ça fait déjà une certaine somme. Et puis si on regarde aujourd'hui la valeur à l'Ether à laquelle on regarde aujourd'hui, il a combien? 3000 3 000 euros, Ouais, pile voilà, poil. exactement. Donc ça fait 960 millions. Donc on voit que il n'est pas encore au milliard, mais il l'a eu été parce qu'effectivement, il y a quelques mois, quand il était à 4 800 $, quelque chose comme ça, et ben là, il avait plutôt 1,6 milliard de dollars en Ether. Donc on voit que finalement, sa fortune, elle est dépendante du cours de l'Ether. Donc on ne peut même pas dire qu'il a dans ses comptes en banque 1 milliard de dollars, mais c'est vraiment dépendant de, de la fortune qu'il a en Ether, parce que forcément Mm. son cours, il varie, et puis sa fortune aussi. Et ce qui est intéressant, c'est, comme tu l'as dit, hein, je pense que c'est quelqu'un qui est resté assez humble, et puis il ne va pas tout arrêter et puis aller vivre sur son île déserte avec son yacht. Au contraire, il continue à s'investir dans le projet Ethereum, et c'est ça qui est intéressant. Et puis finalement, son argent, on a vu, il l'utilise aussi pour aider ceux qui en ont besoin. Il a déjà fait plusieurs dons très conséquents à des associations avec l'argent d'Ether. Du coup, on voit que c'est quand même resté quelqu'un de très humble et puis qui n'a pas pété un câble. Parce que finalement, être milliardaire à 27 ans, ça peut vite donner la grosse tête. Mais apparemment, lui, c'est pas le cas. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, ça montre aussi, pour tous les gens qui croient au projet Ethereum, que quelqu'un comme lui qui incarne un peu cette image, parce que c'est un peu ça, hein, d'avoir quelqu'un qui garde les pieds sur terre, c'est aussi rassurant pour tous ceux qui veulent investir dedans et qui croient au projet. C'est ça. Après aussi, justement, enfin, deux choses encore desquelles je voulais parler. La première chose, peut-être, c'est que si demain, il retire l'ensemble de ses Ethereum, automatiquement, le prix va chuter. Donc, c'est toujours des valeurs fictives. De la même manière que Jeff Bezos, demain, s'il vend toutes ses actions, son action vaut tant aujourd'hui, mais demain, s'il vend ses actions, ça va descendre. Donc, la plupart de ces multimilliardaires euh, par des actions en société, c'est vraiment très virtuel. C'est pas comme de Hmm. l'immobilier ou des choses qui vont rester, même si demain, ils vendent tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, donc j'ai pu voir un interview récent de Vitalik Buterin. Lui, il est de plus en plus quand même en train de sortir de tout ce protocole Ethereum de son entreprise parce qu'il remarque bien, justement, on a discuté au tout début de l'échange, il fait un seul tweet, ça peut avoir des Hmm. conséquences positives ou négatives, mais ça a énormément d'influence sur le cours d'Ethereum. Et ça, c'est vraiment ce qu'il veut plus. Hmm. C'est aussi ce qui fait craindre les investisseurs. Donc, il est un petit peu en train de sortir, mais c'est vrai que ça reste un passionné qui restera derrière. C'est le genre de gars qui arrivera dans son entreprise en t-shirt, claquettes, chaussettes, mais qui va bosser 14, 15, Hmm. 16, 17 heures par jour et qui va développer son truc. Ouais, il est Mais il veut un peu passionné. sortir
il veut un peu sortir de l'image. C'est vrai, ouais. Il veut changer ça. C'est vrai. Ouais. Parfait, bah, je crois qu'on a gentiment fait le tour du sujet. Donc maintenant, on lançait un petit peu plus sur Ethereum et On puis peut sur peut-être son juste créateur. encore, je voulais juste encore parler d'une chose. Ouais. On avait la capitalisation boursière de l'Ethereum. On Mhm. était à 448 milliards en octobre 2021. C'est un chiffre que j'ai pu trouver un peu pas à son plus haut, mais un de ses plus hauts. Et aujourd'hui, on est à 341 milliards. Donc, Et on voit que c'est quand même quelque chose qui se divise. Il y a des gens qui ont investi beaucoup dans l'Ethereum, mais maintenant, il y a tellement de possibilités d'avoir d'autres cryptos que c'est aussi quelque chose, c'est en train de devenir gentiment ce qu'on appelle un stablecoin, qui va avoir de moins en moins de fluctuations, ok, toi, c'est à mon ce que tu sens. penses que ça va évoluer. Ouais. Bon, c'est vrai que s'il y a tout un écosystème qui se crée autour, ça aurait tendance à vouloir plutôt quelque chose de plus ou moins stable. De plus stable. Hmm, c'est vrai. Bon, ben, l'avenir nous le dira et puis ce sera l'occasion de refaire une vidéo dans quelques mois ou années pour voir l'évolution de l'Ethereum. Voilà, parfait. Donc, si Exactement, avec cette plaisir. vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Et puis, nous, on vous dit à bientôt pour un nouveau sujet intéressant. À bientôt.